vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Il n'y a pas de consensus aujourd'hui pour envoyer de manière officielle, assumée et endosser les troupes au sol. Je trouve que c'est une folie de la part de Macron de dire en fait ce qu'il a dit. Je ne sais pas ce qu'en pense l'Union européenne, ça n'existe pas encore comme en tant que fédération. La défaite de la Russie est indispensable à la sécurité et la stabilité en Europe. Ça ne s'est jamais vu, même pendant la Deuxième Guerre mondiale, il n'y a pas d'engagement de troupes directes entre deux nations nucléaires. Mais en dynamique, rien ne doit être exclu. Il ne faut pas exclure l'envoi de troupes occidentales en Ukraine. La déclaration d'Emmanuel Macron suscite une levée de boucliers, propos condamnés de droite et de gauche, et même parmi les pays alliés réunis hier à Paris. Beaucoup privilégient un discours de prudence sur le sujet. Et parlons vrai, est-ce que cette menace est crédible vu l'état de notre armée? Les unités combattantes, c'est un peu plus de 60 000 hommes et 3 ou 4 jours de réserve de munitions en cas de conflit de haute intensité. Est-ce que vous craignez un embrasement du conflit en cas d'envoi de troupes en Ukraine? Et pourquoi pas une guerre nucléaire? Est-ce que le Parlement qui va s'exprimer doit opposer une fin de non-recevoir au président de la République? Macron a-t-il raison d'user de la menace d'envoi de troupes en Ukraine? Vous dites non à 97%. Vous voulez réagir? Le 0826 300 300. Et on accueille le général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur de ce livre, Ce qui nous attend, aux éditions Robert Laffont. Général, merci d'être avec nous. D'abord, les vraies voix, Philippe Bilger, sur cette situation encore qui crée un schisme. Malgré la légitime répétition de ces sujets sur l'Ukraine, je continue à être relativement ignorant et bien sûr, je ne prétends pas avoir des lumières précises sur la stratégie militaire. Il y a deux choses qui m'inquiètent, qui m'interpellent, comme on dirait, et tout à l'heure le général y répondra. C'est d'abord... Le profane que je suis s'étonne, pardon pour l'expression vulgaire, qu'on mette le paquet alors qu'il aurait peut-être fallu le mettre dès le début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, et qu'au fond, on cherche à le mettre alors qu'apparemment, la Russie semble devenir un peu maîtresse du jeu militaire. Ma seconde observation, c'est que, comment dire, je suis... comme beaucoup de Français, peut-être, emplis d'une sorte de lassitude, voire de résignation, face à ce qui peut apparaître comme un conflit interminable, mais qui, pour l'instant, semble donner une supériorité presque facile à la Russie, et ce sont des interrogations, bien sûr. Françoise Degois. D'abord, le premier point, c'est qu'on peut imaginer une stratégie de communication. Boris Johnson, dans son langage fleuri, appelle ça le dead catting, c'est-à-dire vous balancez un chat mort sur la table, le dead catting, le chat mort, pour faire diversion. Le week-end a été épouvantable pour Emmanuel Macron. Hop, on revient sur le devant de la scène avec l'Ukraine. Ça lui avait servi, d'ailleurs, au moment de la guerre en Ukraine, ça lui a servi pendant la présidentielle. Ça, c'est le premier point. Malheureusement, il a tellement usé des artifices de communication qu'on lui fait toujours ce procès d'intention. La réalité, c'est que je pense que Emmanuel Macron est extrêmement inquiet, comme tous les Occidentaux, de la tournure qu'est en train de prendre la guerre. Je pense que les Ukrainiens reculent et je n'ose imaginer ce que ce serait si le front cédait. Moi, je ne fais pas partie des gens qui pensent que Vladimir Poutine est extrêmement gentil, bien élevé et aimable et qu'il s'arrêtera là où il a dit qu'il s'arrêterait. Le problème de Emmanuel Macron, c'est qu'il se rend compte, comme tous les Occidentaux, qu'ils n'ont peut-être pas été à la hauteur de leurs promesses, qu'ils ont tous trop tardé dans l'envoi d'un certain nombre de matériel. Il y a ce qui a été dit et ce qui a été fait, et que les Ukrainiens sont maintenant dans une situation quasiment au pied du mur. Donc, je pense que c'est une folie pour Emmanuel Macron de brandir cela. Je pense qu'il crée de l'angoisse inutile chez les gens. Ça, c'est le point. Mais le deuxième point, derrière cette stratégie de provocation et de diversion, de communication, il y a une réalité. Vladimir Poutine ne peut pas gagner cette guerre. Ça n'est pas possible. Et là-dessus, il a raison. Jean Garrigue. Oui, je pense à peu près comme Françoise. Emmanuel Macron a toujours été fasciné par cette idée du chef de guerre depuis qu'il est arrivé au pouvoir, et il nous l'a montré. Il a même mis le blouson du CP10, les commandos parachutistes de l'Air 10, etc. Il a mis une tenue de pilote sur une base aérienne, sous-marinier, oui. Et il a, au moment de la crise du Covid, il a déclaré la guerre au Covid. Enfin, c'est quelque chose qui le fascine. C'est le modèle gaullien, etc. En l'occurrence.
on se demande pourquoi il a été brandir cette menace, parce que c'est une menace pour la plupart des Français, qui, je pense que le général Trinquant nous le dira, est à peu près irréalisable, si ce n'est à envoyer peut-être des troupes pour expliquer des conseillers militaires, et qui y sont déjà. Bon, il a voulu installer peut-être de manière dramatique cette question de l'Ukraine dans le débat, parce que c'est vrai que, comme le dit Françoise, on est dans une période de recul pour l'Ukraine et d'avancer pour la Russie, mais il l'a fait de la plus mauvaise manière en fait, et c'est ça qui pose problème. C'est une erreur de communication de plus, même si, et je termine quand même là-dessus, l'idée quand même de placer cette question de la guerre en Ukraine au cœur de la campagne électorale des élections européennes, je pense qu'elle a son utilité, et on le verra dans le débat qui suivra. Absolument. Mon général, est-ce que la parole de la France est encore crédible, vu les propos du président de la République, puisque le chancelier allemand Olaf Scholz et d'autres dirigeants européens, l'OTAN, la Suède, la Grèce, ont pris leur distance par rapport à ces propos? Est-ce que la parole du président de la République est encore monétisée ou pas? Alors vous noterez que toutes les réactions négatives viennent de pays de l'Ouest. Le Royaume-Uni, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie. Les pays de Visegrad aussi. Bien sûr, le groupe de Visegrad n'est pas d'accord non plus. Non. Ah si, République tchèque, je n'ai pas entendu la Pologne, je n'ai pas entendu les pays baltes. Si, d'accord, les pays baltes, non, bien sûr. Les pays baltes, non, mais en tout cas, la Tchéquie. Si vous me laissez développer, ça sera gentil. Allez-y, mon général. Donc, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que, comme vous l'avez dit tous d'ailleurs, peut-être eût-il fallu réagir plus tôt, c'est-à-dire il y a 2 ans. Depuis 2 ans, on n'arrête pas de dire on peut pas donner de canon, on peut pas donner de chars, on peut pas donner d'avions, et petit à petit on donne tout ça. On s'est mis nous-mêmes des barrières. Or là, ce qui est annoncé, c'est aucune option ne doit être exclue. Alors permettez-moi, en tant que militaire, de dire que dans l'armée, on étudie toutes les options, et de préférence les pires. Ça ne veut pas dire qu'on va les jouer, ça veut dire qu'on doit les étudier. Et dans le cas présent, dans la situation actuelle, où je voudrais pas être aussi négatif que vous sur la Russie qui avance, etc. Elle a pris Adviska au bout de 4 mois de combat. Il faut rappeler qu'elle n'était pas tombée depuis 2014. Donc au bout de 4 mois de combat, avec 16 000 hommes perdus. Donc ça veut dire que c'est un gain, il n'y a aucun doute, c'est une victoire tactique russe, mais on ne peut pas dire que ce soit une percée fulgurante. Donc, dans l'état de la situation actuelle, il s'agit de donner un électrochoc de façon à ce que les Européens se réveillent. Et si vous voulez, moi j'aime beaucoup les Allemands qui disent qu'il faut être prêt à la guerre dans 5 ans. Et pourquoi pas dans 4, pourquoi pas dans 3, pourquoi pas dans 2? Tout simplement parce qu'ils ne sont pas capables aujourd'hui. Donc ils placent la date à l'aune de leur capacité. Or je rappelle que la guerre, ça se fait toujours par rapport à l'ennemi, et non pas par rapport à ses moyens. Donc, si vous voulez, je pense que cette discussion qui a eu lieu hier, il y a un certain nombre de pays qui ont mis ça sur la table. Le président a dit, bien sûr, il n'y a pas de consensus, mais il ne faut pas se mettre de barrières et il faut réfléchir à toutes les options. Général Trinquant, juste, j'entends tout ce que vous dites, vous êtes un spécialiste évidemment de l'armée. La réalité, c'est que nous faisons de la politique dans le bon sens du terme, et politiquement, c'est impossible de fonctionner comme ça en tant que chef de l'État. Il est impossible qu'à 23h, le président de la République explique l'engagement. Je vois bien comment vous balayez notamment l'Allemagne et comment vous balayez les réticences et la levée de boucliers, mais quand vous voyez la communication de l'OTAN cet après-midi, quand vous voyez le Royaume-Uni, comme le dit Jean, quand vous voyez Olaf Scholz, vous pouvez quand même admettre qu'il y a quelque chose qui ne se fait pas. Vos discussions stratégiques, vous les avez dans une salle d'état-major, il est chef d'état-major, mais c'est pas pour arriver sans filtre, sans surmoi, devant des millions de gens, leur disant, vous savez, je n'explique pas ça. Vous ne pouvez pas cautionner ça, général, c'est pas possible. Attendez, vous me demandez pas de cautionner une parole politique. Moi, je fais pas de politique. Moi, je suis en train de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire.
concrètement. Alors oui. j'entends un peu dire n'importe quoi. Tout à l'heure, j'entendais un de vos auditeurs qui disait on n'a même pas fait ça pendant la Seconde Guerre mondiale avec l'arme nucléaire. Pardonnez-moi, il n'y avait pas d'arme nucléaire pendant la Seconde Guerre mondiale. Non, c'était dans le micro-trottoir. Bien sûr qu'il n'y avait pas d'arme nucléaire, mais vous pouvez pas. Je suis là pour vous donner les remarques d'un militaire sur le fait qu'on doit expliquer, qu'on doit absolument étudier toutes les options. Et quand l'OTAN vous dit qu'il n'en est pas question, eh bien, s'ils n'étudient pas des plans de l'OTAN avec de l'OTAN qui rentrerait en Ukraine, ils ont tort. Ça veut pas dire qu'on va le faire. Il vaut mieux ça pas veut le dire faire. qu'il faut l'étudier. D'accord, mais c'est pas la peine de tout dire aux citoyens. Franchement. Mon général, puis-je me permettre de vous demander, pour le profane, quels sont les déficits à l'heure actuelle structurels qui, en Ukraine, donnent l'impression que, en réalité, ce pays est mal barré, si vous m'autorisez cette expression, face à la Russie. Qu'est-ce qui manque fondamentalement ? Alors, il manque fondamentalement quelque chose que là, nous ne pouvons pas leur donner, c'est la force humaine, c'est-à-dire le nombre de soldats. Ils en ont perdu beaucoup. Alors, le président Zelensky dit 31 000, je crois qu'il est un peu en dessous de la réalité, mais il manque de soldats dans un pays qui est en train démographiquement de mourir. 1,2 de taux de fécondité, avec une population qui est passée de 52 millions à 34 millions en 30 ans. Donc ça, on peut pas leur donner. En revanche, on doit leur donner beaucoup de munitions et on est très en retard là-dessus. On a redémarré la production de munitions, mais malheureusement, après 25 ans de dividendes de la paix, ça prend du temps. La fonderie, qui est dans la région de Tarbes, a multiplié par 3 la production en faisant les 3-8 et en travaillant 7 jours sur 7. Elle construit une autre ligne de production à côté pour doubler encore cette production, donc multiplier par 6. Mais voilà ce qui manque aujourd'hui. Maintenant, l'accompagnement, ça veut dire quoi ? Lorsqu'on envoie des canons César qui vont tirer des centaines d'obus, comme vous le savez, les tubes s'usent, il faut les changer, les matériels s'usent. Faut-il les renvoyer en France pour les réparer ? Ou est-ce que ça peut plutôt se faire en Ukraine et à ce moment-là avoir des personnels de la logistique qui s'en occupent. On parle d'avions, les F-16. Vous savez que les avions, ça reste pas en l'air tout le temps, il y a des bases au sol. Et donc les bases au sol, ça demande des mécaniciens qui doivent être formés sur des avions et ça prend beaucoup de temps. Est-ce qu'il n'y a pas nécessité peut-être, pour raccourcir les délais de mise en œuvre de ces avions, d'avoir des équipes logistiques au sol qui ne soient pas ukrainiennes mais fournies par d'autres pays et qui permettent le fonctionnement de ces armements. Voilà le type de questions qu'il faut se poser. Et je répète, depuis 2 ans, on n'arrête pas de dire non, on fait pas ça. Oui, je suis d'accord. Vous avez raison, bien sûr. Bougez pas. Allez, direct le standard 0826 300 300 avec Emmanuel qui est avec nous. Sébastien comprend dans un instant. Rebonsoir Emmanuel. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais réagir sur ce sujet de l'Ukraine en disant que, d'abord, chapeau bas à cette armée ukrainienne qui se bat dans des conditions d'infériorité numérique terribles, qui tient le choc, ils ont perdu un peu de terrain à Avdiivka, à Bakhmout, et puis finalement c'est quand même encore pas très significatif. Et ils se battent. C'est une armée moderne, mais sans aviation, ou quasiment pas. Il manque d'artillerie, mais ce sont des gens, si on leur donne un peu de moyens, si on arrête de leur dire, alors on veut bien te donner un missile sol-sol, mais alors c'est gentil, tu le tires pas sur la Russie. Est-ce que les Russes se gênent pour tirer sur l'Ukraine ? Enfin, faut arrêter de leur mettre des barrières, faut leur donner le matériel dont ils ont besoin, largement, et je pense qu'ils sont capables de mener une guerre défensive efficace. Ceci dit, si Monsieur Poutine actuellement engrange des petits succès, s'il a l'impression qu'on a peur, qu'on est terrifié, que oh là là, surtout jamais on entrera en guerre contre lui, non, je te le promets, Poutine n'est pas, t'inquiète pas, jamais on ira. Non mais ça, faut pas lui dire, quoi. Il faut certainement pas lui dire. Bougez pas Emmanuel, on part directement à Bordeaux avec Sébastien qui voulait témoigner aussi. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Je suis vraiment content de vous parler, la voix, parce que je vous écoute tous les jours. Merci. Sébastien. Et donc en fait, en vrai, je m'inscris en faux avec ce que vient de dire Emmanuel. C'est-à-dire que, comment dire, en fait, il y a une espèce de va-t-en-guerre qu'on essaie de nous inscrire dans le cerveau, à savoir qu'il faut absolument combattre la Russie et qu'il faut se défendre par rapport à une éventuelle invasion. Alors que Poutine a clairement
s'est expliqué que jamais il n'allait faire cette erreur-là, parce qu'il sait très bien que si jamais il le fait, il va se retrouver dos au mur. Et en plus, je veux dire, la France va tellement mal. Moi, je suis belge et j'ai connu la France de 2007 et la France d'aujourd'hui. Et la France va super mal. Et là, maintenant, on est en train de nous expliquer que il faut encore envoyer des millions, des milliards à l'Ukraine pour une guerre qui, à mon sens, ne nous appartient pas. Je veux dire, quelque part, il y a un problème, mais c'est avec l'OTAN. Oui. C'est pas avec la France. On va faire réagir Sébastien, si vous le permettez, parce qu'il nous reste très peu de temps. Merci beaucoup pour votre témoignage. Général, lorsque vous entendez ces propos d'un côté comme de l'autre avec Emmanuel ou Sébastien, vous avez envie de leur répondre quoi ? J'ai envie de leur répondre que l'agressivité, elle vient de la Russie. Et quand Poutine dit « mais je n'ai pas l'intention », je rappelle qu'il, la veille de l'attaque du 24 février, il disait « mais je n'attaquerai pas l'Ukraine ». Donc, on s'est tous fait avoir, hein, toutes les chancelleries, on sont restés dans le vent. Moi, le premier, j'étais persuadé, moi, qu'il n'oserait jamais. C'était une folie absolue. Et il est rentré dans cette folie absolue. Il est dans un imaginaire et une histoire que nous ne pouvons pas comprendre. Et inarrêtable ? Je pense qu'à titre personnel, Poutine est inarrêtable. Ouais. Poutine est inarrêtable. Merci beaucoup, merci Général Dominique Trinquant, ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU et auteur du livre de Ce qui nous attend aux éditions Robert Laffont. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir appelé de Bordeaux. Emmanuel, on vous garde tout près de nous. Oh là là, puisque vous êtes, qui l'a dit. Puisque vous êtes le voisin du dessous de Philippe David. Ou d'à côté. Ou d'à côté. Il vous a filé les Non, mais il a filé les réponses, c'est ça l'histoire. Bien sûr qu'il a filé les réponses. C'est ce que Cécile fait avec Philippe Ligère. Je crains le pire. Il est doué. Et Emmanuel dit, on avait dit qu'on n'en parlerait pas. Le seul problème ici, Emmanuel, c'est qu'on parle de tout. Allez, on fait une petite pause et on revient dans un instant avec le quiz de l'actu. À tout de suite.